Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence. Fabrice Balanche me disait à l'instant, on a la fâcheuse habitude en France de squeezer les ouvertures. C'est très décevant pour ceux qui sont censés faire l'ouverture, mais bon, je pense que les gens vont arriver dans les minutes qui viennent. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Jean-Michel Daclin, je suis adjoint au maire de Lyon et vice-président du Grand Lyon, et je suis en charge des relations internationales de l'agglomération lyonnaise. Et je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue. On est très heureux de vous avoir pour ce très intéressant débat, ces très intéressants débats, colloques, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais les échanges qui vont avoir lieu sur cette partie du monde si importante et dans une situation qui est particulièrement dramatique. Je vais me garder de faire une analyse en introduction, une analyse trop poussée de la situation. Je pense que les débats de la journée vous intéresseront. Je vais, si vous le permettez, peut-être me contenter de me mettre dans la posture d'une collectivité territoriale qui est très impliquée au Liban. Je parle de Lyon. Nous sommes impliqués d'abord par une coopération décentralisée classique, c'est-à-dire que nous travaillons avec des villes libanaises sur des thématiques qui peuvent être l'eau, la culture, le tourisme. Et par ailleurs, Lyon, et par ma modeste personne, préside le groupe Pays Liban au sein de CUF, Cités Unies France étant un groupement de villes et de collectivités territoriales françaises. Et il y a des groupes pays, c'est-à-dire qu'on tente de coordonner l'action des différentes collectivités territoriales sur ce territoire. Et en particulier, j'évoquerai une action que nous avons menée récemment, enfin depuis maintenant 2-3 ans sur le Liban, avec une douzaine de collectivités territoriales françaises. Et puis par ailleurs, nous sommes coprésidents au sein de CGLU du groupe de travail, pas du groupe de travail, de la commission coopération décentralisée, à l'intérieur de laquelle il y a un groupe de travail sur le Moyen-Orient. Donc tout ça fait que Lyon a un petit tropisme particulier sur le Liban, avec un historique universitaire, un historique assez ancien. Les collectivités territoriales françaises sont très présentes au Liban. Alors on pourrait penser que c'est lié à la francophonie. Je pense que c'est lié certes à cela, mais plus encore à une implication. Je pense que le Liban fait partie du background culturel de la France. La France a toujours eu un petit peu le sentiment d'être non pas responsable, mais d'être un peu à l'origine de la création du Liban, et puis d'avoir été très très impliqué dans ce pays. C'est vrai historiquement, mais ça fait que beaucoup de Libanais sont en France. Il y a des liens assez serrés entre le peuple français et le peuple libanais, ce qui fait que les collectivités territoriales libanaises sont très impliquées. Alors, je terminerai sur ce tour d'horizon avant d'aborder rapidement la crise syrienne. Je terminerai en disant que le travail avec les collectivités territoriales libanaises est assez complexe et difficile pour 2 raisons principales. La première, c'est que la centralisation au Liban est quelque chose d'assez terrifiant, c'est-à-dire que tout est réglé par l'État central, et le maire, qui est généralement sous-staffé, qui est généralement tout seul, a beaucoup de mal à se dépatouiller de l'ensemble des problèmes qu'il a à résoudre tous les jours. Et ça, c'est un système, je vais peut-être en dire 2 mots tout à l'heure, mais c'est un système qui est très prégnant et fait qu'on a souvent du mal à dialoguer, disons à faire rentrer de façon opérationnelle les coopérations dans le concret. Alors ça, c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté, ça ne vous étonnera pas, c'est si je vous dis que la réalité politique au Liban est très complexe, avec des équilibres. Comme vous le savez, plutôt communautaristes, on décide que le Premier ministre doit être de quelle communauté, sunnite, etc., etc. Chacun est à son rôle. Et il y a beaucoup de pouvoirs politiques un peu souterrains qu'on a du mal à comprendre. Un Libanais me disait un jour, si quelqu'un vous dit qu'il comprend ce qui se passe au Liban, c'est qu'il n'a rien compris. Et je suis assez d'accord avec ça. Alors la crise syrienne, qui fête son 2e anniversaire aujourd'hui, a eu un impact terrible sur les collectivités avec lesquelles on travaille.
Le premier, c'est bien entendu les réfugiés. Alors, les réfugiés, il y a des chiffres qui vont un petit peu dans tous les sens. On a l'impression, je crois que le chiffre officiel est autour de 200 ou 300 000. Le président de la République a pris la parole récemment pour dire qu'il estimait qu'il y avait 1 million de réfugiés syriens au Liban. C'est peut-être un peu exagéré, il faisait le calcul en disant 1 million plus 500 000 Palestiniens. Ça veut dire qu'une personne sur 4 vivant au Liban n'était pas libanaise. Alors tout ceci, la différence entre le chiffre officiel et le chiffre estimé, c'est que les liens entre la Syrie et le Liban sont des liens très, très étroits, très anciens. Bon, les frontières ont beaucoup bougé. Tripoli a été syrienne très longtemps, par exemple, etc. Et ce qui fait que la plupart des Libanais ont de la famille en Syrie, la plupart des Syriens ont de la famille au Liban. Ce qui fait que quand vous avez des réfugiés, ils vont pas dans des camps, ils vont souvent dans la famille, etc. Tout ça fait quand même que dans un contexte économique où la croissance est en berne depuis 1 an, je crois qu'en 2012, on considère que la croissance était à 0% au Liban, tout ça fait qu'on a aujourd'hui une vraie crise terrible sur le plan de la manière dont ces gens vivent, dont ils s'alimentent, enfin bon, je ne vous fais pas de dessin, vous imaginez ça, et les pauvres mères ont à vivre des situations quand même un peu compliquées, avec parfois des difficultés. Ça, c'est un deuxième problème qu'ils ont abordé, c'est que parfois ça provoque des déséquilibres politiques. Et vous savez que le Liban est bâti et construit sur un équilibre politique un peu fragile, ou tout du moins qui est très mouvant, qui est très impalpable. Enfin, tout ceci est très fragile, et tout d'un coup, cette crise importe quand même un conflit avec des villes comme Tripoli qui sont en première ligne, puisque Tripoli est sunnite et il y a une minorité alawite, et ça a provoqué des conflits directs avec un certain nombre de morts. Mais globalement, quand même, sur ce deuxième aspect, autant sur les réfugiés, il y a un problème terrible. Sur le deuxième aspect des déséquilibres politiques, on peut quand même dire, enfin moi je ne sais pas si c'est votre avis, mais je trouve que bizarrement, le Liban résiste assez bien à cela. Je pense que la raison est assez simple, c'est que pendant 15 ans, ils ont connu les problèmes que provoque une guerre civile, et ils ont une espèce de réflexe de survie, et ils ont tendance à essayer de faire que quand même ça ne les impacte pas trop. Donc on a l'impression que le feu ne s'est pas propagé, bien que le Hezbollah joue sa survie en intervenant aujourd'hui en Syrie, bien que, etc. Néanmoins, quand même, on peut considérer que les villes sont un peu... enfin, ont réussi enfin, la vie politique libanaise a réussi à ne pas être trop impactée. Alors, bon, par rapport à cela, je vais me taire, simplement pour vous dire que on se rend compte que le vrai problème aujourd'hui de ces villes, c'est qu'elles sont démunies, que les collectivités territoriales n'arrivent pas à s'en sortir. L'action qu'on essaye de mener, nous, ville française, c'est ce qu'on appelle une action bottom-up. Par exemple, on a réussi à faire un sommet consacré de la coopération franco-libanaise consacré à la décentralisation à l'automne dernier, auquel a participé d'ailleurs le Premier ministre, etc. Donc c'était quand même très officiel, ça a très bien mené. L'idée était, la décentralisation, elle ne se fera pas par une décision du haut, puisque le haut bloque tout. En revanche, nous, collectivités territoriales, on peut démontrer que pour résoudre un certain nombre de problèmes, il faut travailler concrètement sur des choses qui peuvent être les déchets, qui peuvent être des problèmes de colle, des problèmes tous les problèmes qu'a à vivre une collectivité territoriale, et que ça implique une nécessité de décentralisation. Et on se rend compte qu'une démarche bottom-up finit par être relativement efficace, puisque ce sommet qu'on a initié a été, me semble-t-il, assez efficace. Et aujourd'hui, la décentralisation est un peu en train de se faire, mais elle se fait, me semble-t-il, de la bonne façon, par le bas. Et puis on est en train de mettre en place aujourd'hui quelque chose de très important avec le CNFPT et l'ambassade à Beyrouth, qui est une aide sur la formation des cadres territoriaux.
Parce qu'encore une fois, les maires sont seuls et ils ont autour d'eux des gens qui ne savent pas comment marche une collectivité territoriale. Et on est en train de mettre en place un programme entre CNFPT, ambassade et CUF, le groupe Cité Pays Liban. On est en train de mettre ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. On essaie quand même de travailler, je dirais, un petit peu en souterrain, en dépit de la situation. Bon voilà, je voulais simplement vous faire part un peu de mes réflexions d'élu local par rapport à la crise. Voilà ce que je ressens. La crise impacte beaucoup sur les réfugiés. Un petit peu moins sur la déstabilisation politique telle que je la ressens dans les villes. Et on essaye, nous, collectivités territoriales, de ne pas trop être absent. Je pense que c'est important de montrer à nos amis libanais qu'on est quand même là, en dépit de tout ce qui se passe. Voilà, encore une fois, merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir et bravo pour ce colloque. On a besoin de bien comprendre la situation pour être plus efficace. Merci. Merci Monsieur Daclin pour nous accueillir dans cette enceinte et pour l'investissement de la ville de Lyon, de l'agglomération dans la coopération décentralisée au Liban, c'est très important. Ce colloque donc, que nous organisons à Lyon, le Liban et la crise syrienne, s'inscrit dans un cadre plus vaste, dans le cadre d'un projet de recherche que nous menons sur le Proche-Orient et la crise syrienne, dont le but est de comprendre la crise syrienne et ses conséquences sur le Proche-Orient. Une question d'actualité majeure, évidemment, qui va nous occuper, à mon avis, quelques années. Il faut souligner que la crise syrienne, également, dans le domaine des sciences sociales et humaines, révèle de nouvelles problématiques autour du communautarisme. Est-ce que c'est un facteur majeur, mineur? C'est toute la problématique qu'on peut avoir depuis 2 ans sur la crise syrienne. Sur, évidemment, la remise en cause de l'autoritarisme, qui s'inscrit plus généralement dans les printemps arabes. Et puis, de nouveaux rapports, par exemple, entre réseaux et territoires, c'est-à-dire entre les États et la mondialisation. Comment des États fragilisés par leur communautarisme, marqués par l'autoritarisme, peuvent-ils se comporter dans une mondialisation qui abat les frontières, affaiblit les États et en même temps réactive la ségrégation socio-spatiale. Même dans les pays européens, on est victime évidemment de cette mondialisation, mais vous avez des États régulateurs qui permettent de minorer les tensions. Un pays comme le Liban, en revanche, vous n'avez pas cet État régulateur. Alors la crise syrienne, elle va durer. Elle va durer au moins jusqu'à l'année 2013 à travers les combats. À mon avis, les combats devraient s'intensifier au printemps, chaque camp voulant marquer des points. Et les principaux bailleurs de fonds étrangers, d'ailleurs, ne ménageant pas leur soutien. On a encore eu la preuve ces jours-ci au niveau de la France et de la Grande-Bretagne. Donc les modérés sur le terrain comme à l'extérieur sont en retrait par rapport aux radicaux. Effectivement, nous avons dépassé le million de réfugiés à l'extérieur, 3 à 4 millions de personnes à l'intérieur. On dit 70 000 morts, mais je pense qu'on est plus entre 100 et 150 000 morts. Et cela devrait malheureusement empirer au cours de l'année. Donc ce programme de recherche s'inscrit donc dans la durée. Il sera ponctué par des rencontres régulières sur différents thèmes que cette crise soulève. Normalement, nous devrions tenir un prochain colloque en octobre 2013 à l'IEP de Grenoble sur le thème la Turquie et la crise syrienne, au cours duquel nous traiterons les questions kurdes, par exemple, la question des alévis, des identités également communautaires qui sont réactivées également en Turquie. Et puis la question énergétique, parce que la crise syrienne, la pression russe sur le Caucase, en Asie centrale, contrarie les ambitions turques de devenir un carrefour énergétique. Il faut aussi replacer ça, évidemment, dans la géopolitique régionale et mondiale. Et puis, normalement, on devrait faire également quelque chose à l'Université de Genève, peut-être en décembre, janvier prochain, où nous évoquerons les questions migratoires liées à cette crise, c'est-à-dire les réfugiés dans les pays voisins, mais aussi les conséquences sur l'Europe, parce que la Syrie est bien une bombe, je dirais, démographique, avec une forte croissance démographique, toujours. Évidemment, l'impossibilité, même avant la crise, de générer assez de travail pour toutes les masses de jeunes qui arrivaient sur le marché du travail. Et donc, avec cette crise, évidemment, c'est encore pire. Et forcément, vous allez avoir des courants migratoires assez importants vers l'Europe.
Les communications seront publiées dans des revues scientifiques. En ce moment, je suis en discussion avec Maghreb Mashrek et la revue Eurorient pour publier déjà les actes, enfin les articles qui pourront être tirés de ces communications. On a donc un programme chargé qui nous attend parce que cette crise syrienne est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé en Tunisie, Égypte ou même en Libye, par sa durée, son degré de violence et ses conséquences internationales. Alors les conséquences internationales sont énormes, beaucoup plus que lors de l'intervention américaine en Irak, où nous avions certes des millions de réfugiés à l'extérieur, mais où les pays de la région ne se sont pas affrontés entre eux, puisqu'on avait plutôt une intervention extérieure, enfin occidentale, sur l'Irak. Il y a eu évidemment des différentes milices en Irak qui se sont battues, mais vous aviez des troupes américaines qui étaient là quelque part pour sécuriser ou pour capitaliser le mécontentement vers elles. Aujourd'hui, en Syrie, on est quand même dans une situation qui oppose cet axe pro-iranien que certains appellent l'axe chiite, que vous avez en vert sur cette carte, par rapport à l'axe pro-saoudien, qu'on peut qualifier d'axe sunnite. Moi, je référais plutôt à l'échelle du Moyen-Orient, un axe, je dirais, iranien, les minoritaires, face à un axe saoudien, sunnite, qui serait les majoritaires. Et c'est peut-être à travers cette grille de lecture qu'il faut comprendre cet affrontement. Par ailleurs, la Russie est revenue sur le devant de la scène internationale. Les États-Unis, à propos de la crise syrienne, ne se sont pas permis d'intervenir sans l'aval de l'ONU, comme ils l'ont fait en 2003 à propos de l'Irak, et comme leur statut de puissance hégémonique les autorisait à l'époque. Aujourd'hui, donc, ce n'est plus le cas. La Russie est de retour, et l'affrontement en Syrie oppose quelque part le monde, les Russes et leurs alliés, la Chine, par rapport aux États-Unis, à l'Europe, c'est-à-dire à l'OTAN. Vous avez également, au niveau régional, un affrontement entre deux pôles géopolitiques qui sont en train de se constituer. Le camp pro-iranien, Iran, Irak, Syrie, Hezbollah, le camp pro-saoudien, comme je viens de parler. Ces deux camps qui sont deux pôles géopolitiques qui s'affrontent et qui ont les moyens de s'affronter puisqu'ils disposent de réserves d'hydrocarbures qui permettent de financer en fait leur géopolitique, d'entretenir des régimes amis. La Syrie aujourd'hui, enfin le régime syrien aujourd'hui, on sait très bien qu'il est financé par l'Iran, ce qui lui permet de payer ses fonctionnaires, de payer son armée, de se fournir en matériel, même si je pense que les Russes doivent leur faire crédit. Mais en tout cas, on a, sans le soutien iranien, la livre syrienne, bon certes elle est dévaluée, mais on a tout de même aujourd'hui 90 livres syriennes pour $1. C'est pas non plus, elle a perdu la moitié de sa valeur, mais ce n'est pas le prix du papier, comme on pourrait s'y attendre, vu les destructions qu'on a dans le pays. C'est donc qu'il y a un soutien financier extérieur. La Syrie pourrait ainsi être l'Afghanistan du Moyen-Orient. Je reprends le titre d'un article du Monde, une analyse de Joseph Baout, qui malheureusement n'a pas pu être ici avec nous, qui était prévu. Nous sommes donc face à une guerre régionale, avec l'ingérence de plus en plus marquée des puissances régionales. Les combattants du Hezbollah et des volontaires irakiens se trouvent en Syrie. En face, vous avez des djihadistes, des mercenaires, qui sont financés par les pétromonarchies du Golfe. La révolution politique des premiers mois laisse aujourd'hui la place à une guerre civile de plus en plus communautaire, ce qui évidemment ne manque pas d'affecter les pays voisins, en particulier là où vous avez des divisions communautaires et ethniques très marquées, l'Irak, la Turquie dans une moindre mesure, et bien sûr le Liban. Le Liban, on ne perçoit peut-être pas la déstabilisation quand on s'y rend, mais je dirais que le Liban est tout de même une poudrière. Les deux coalitions qui s'opposent au Liban participent au conflit syrien. Le 14 mars, dominé par le courant du futur de Saad Hariri, supporte les rebelles syriens à partir du Nord-Liban, de la Beka. Bon, aujourd'hui, évidemment, il y a d'autres mouvements qui sont peut-être plus efficaces et qui prennent le relais. Et puis, vous avez le 8 mars, Hezbollah, Parti socialiste national syrien en tête, qui surveille les frontières pour bloquer l'aide aux rebelles et même qui vont intervenir directement sur le terrain syrien. Le gouvernement libanais en place depuis janvier 2011
et dont la majorité est composée de partis favorables au gouvernement de Damas, a envoyé l'armée surveiller la frontière, notamment dans le nord Liban, après les incidents de Tripoli l'année dernière, ce qui a provoqué des heurts avec les populations sunnites, plutôt liées au 14 mars, qui étaient favorables aux rebelles syriens et qui ont considéré que l'armée libanaise n'avait pas le droit d'occuper le territoire libanais. Ça s'est aussi produit à Arsal, dans la Beka plus récemment. Donc on a quand même des tensions très fortes entre l'État et libanais et une partie de la population. L'attentat contre Wissam El Hassan, le chef du renseignement au sein des forces de sécurité intérieure, proche de Saad Hariri, le 19 octobre 2012, montre que le Liban demeure vraiment un terrain d'affrontement violent entre des réseaux appuyant ou combattant le gouvernement de Damas. Au Liban, vous avez une grande partie de la jeunesse qui est au chômage, qui n'a pas connu, notamment dans le nord, dans la région de Tripoli, qui est peut-être la plus défavorisée au Liban. Une jeunesse qui n'a pas véritablement connu la guerre civile, ça fait quand même plus de 20 ans qu'elle est terminée, et donc qui est susceptible de fournir des combattants en cas d'affrontement. Les sunnites se sentent globalement de plus en plus marginalisés par la mainmise du Hezbollah et des chiites sur le pouvoir, ce qui offre aussi un terrain privilégié à des mouvements salafistes. Alors, le plus connu, évidemment, c'est celui du cher Assir à Saïda, mais il y en a d'autres. Donc, dans ces conditions, une des questions qui se posera dans ce colloque, c'est est-ce que le Liban peut basculer de nouveau dans la guerre civile ? Quelles sont véritablement les conséquences de la crise syrienne sur la politique intérieure libanaise ? Syrie, Liban, ce sont deux systèmes politiques. Je les comparerai un petit peu dans la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le roseau, ça serait le Liban. Je plie mais ne romps pas. Et la Syrie, le chêne, mais qui peut être violemment déraciné. Parce que le système libanais, finalement, malgré ses imperfections, il est beaucoup plus flexible que le rigide système syrien, qui peut l'amener soit à rester enraciné, soit à craquer complètement. Alors le Liban surmontera-t-il la crise syrienne ? En cas de chute du régime de Bachar el-Assad, le Hezbollah sait qu'il risque d'être la prochaine cible de l'offensive pro-saoudienne, disons, pourquoi pas combinée avec une offensive israélienne comme ça s'est produit en 2006. Les Israéliens, évidemment, voyant d'un bon œil l'Iran s'éloigner de leur frontière nord. En même temps, ils peuvent être partagés en se disant que si l'Iran peut partir de la frontière nord, mais si c'est pour être remplacé par des groupes djihadistes, au moins Bachar el-Assad, c'est notre meilleur ennemi, on sait comment il fonctionne. Et là, on va vers l'inconnu. Il semble qu'aujourd'hui, les Israéliens sont quand même assez partagés sur la question. Les médias libanais soulignent le danger de la contagion de la crise syrienne au Liban. Mais cette contagion ne se produit pas à sens unique. Il faut donc examiner les processus par lesquels divers acteurs s'impliquent dans la crise syrienne et l'investissent pour en faire un outil dans leur stratégie interne. L'attentat contre Wissam El Hassan, par exemple, a donné lieu à des manifestations à Beyrouth qui demandaient la chute du Premier ministre Najib Mikati. Certains personnages profitent du conflit pour acquérir un pouvoir symbolique. Je parlais du cher Assir, par exemple, qui mobilise la rue sunnite à Saïda contre le Hezbollah, s'attirant ainsi les bienfaits financiers de l'Arabie saoudite. Le Hezbollah, en soutenant le régime d'Assad, s'est retrouvé en porte-à-faux avec une partie de sa base chiite, qui soutenait activement les printemps arabes et les mouvements de protestation en Syrie. Mais l'internationalisation du conflit réactive en fait la mobilisation chiite au nom de la résistance al-Mukawama contre Israël, contre les États-Unis. Donc dans ce contexte, les discussions sur la nouvelle loi électorale visant à faire élire les députés par communauté confessionnelle et non plus par circonscription prend une toute autre dimension. Certains demandant que les élections soient repoussées à la fin de la crise syrienne, par exemple, au calendrier grec. Enfin, l'économie libanaise. L'économie libanaise, comme M. Daclin l'a dit, elle souffre énormément avec la crise syrienne. On a effectivement quasiment une croissance zéro pour l'année 2012, ce qui fait suite à 5 années de croissance exceptionnelle entre 2007 et 2011.
Une crise syrienne qui fait fuir les investissements et les touristes, deux pôles de l'économie libanaise. Mais le Liban a une capacité de survie tout à fait incroyable, même en cas de crise. Et le Liban profite aussi de la crise, par les locations immobilières, par les exportations légales ou illégales vers la Syrie. Vous avez des secteurs qui prospèrent, tandis que d'autres, évidemment, l'hôtellerie de luxe, par exemple, qui périclite. La croissance s'est donc effondrée. J'ai vu également que le permis de construire était fortement en berne. Pourtant, il y a une demande sur le logement avec les réfugiés syriens, mais évidemment, c'est peut-être pas le secteur des appartements de luxe qui prospérait à Beyrouth ces dernières années qui va répondre à cette demande. Mais on peut très bien imaginer qu'on ait un secteur de la construction plus pour familles modestes qui se développent et qui profitent de la crise. La question qu'on peut se poser globalement sur la crise économique au Liban, c'est de savoir si elle est conjoncturelle, c'est-à-dire vraiment liée à la crise syrienne, ou structurelle, c'est-à-dire qu'elle révèle l'impasse de la reconstruction du pays après la guerre civile, basée sur les services, au détriment des activités de production, agriculture, industrie, sacrifiées sur l'autel du libre-échange. Je pense que Charles Abdallah et Noujoud Baroudi vont développer ce sujet, mais ça me semble important de poser la question, est-ce que la crise est structurelle ou est-ce qu'elle est conjoncturelle ? Est-ce que c'est la remise en cause du modèle de reconstruction du Liban après la guerre civile, impulsé essentiellement par Rafik Hariri, qui est remis en cause aujourd'hui ? Le Liban et la crise syrienne, l'écrivain Samir Kassir affirmait que l'indépendance du Liban et démocratisation de la Syrie étaient liées. Alors, est-ce que la crise syrienne ouvrira-t-elle la voie à une démocratisation de la Syrie qui permettra au Liban véritablement de prendre son indépendance par rapport au Liban, faire un petit peu de prospective, ou est-ce qu'en Syrie on va assister au remplacement d'un autoritarisme par un autre ? L'autre question, c'est est-ce que la Syrie conservera son intégrité territoriale ? En cas de chute du régime, est-ce qu'on n'aura pas un repli des débris de l'État, de l'armée, des Alaouites sur la côte, où avec l'appui iranien, russe, ils peuvent constituer un réduit, une espèce d'Abkhazie méditerranéenne qui servirait les intérêts géopolitiques de la Russie et de l'Iran, tout en protégeant ceux qui se sentent menacés par la revanche des sunnites en Syrie, par la Cour pénale internationale qui peut poursuivre les responsables, etc. Donc toutes ces questions concernent directement l'avenir du Liban, parce que sur cette carte que je vous ai diffusée, on voit que le Liban, je dirais, il est décentralisé de fait, puisque vous avez des territoires qui sont gérés par des partis politiques. Le sud Liban, la Beka, la banlieue sud, c'est le Hezbollah-land. Le Chouf, vous avez le point incontournable de Walid Joublat. Ailleurs, ce sont d'autres notables. Au nord, Samir Frangier, à Zorta, qui fait la pluie et le beau temps. Donc on a, je dirais, quelque part au Liban, une fragmentation déjà du territoire qui pourrait éventuellement aller plus loin si on imagine une remise en cause complète des frontières du Proche-Orient, c'est-à-dire la fin des accords Sykes-Picot pour aller vers autre chose, soit un fédéralisme à l'irakienne, mais on voit très bien que le fédéralisme à l'irakienne est remis en question par Nouri el-Maliki qui veut de nouveau centraliser le pays, ce qui fait que les Kurdes se posent de plus en plus leur question à une appartenance véritable dans l'Irak. Moi, je suis vraiment assez pessimiste sur l'avenir de la Syrie. Globalement, dans la vie, je suis un réaliste optimiste, mais sur la crise syrienne, aujourd'hui, je suis quand même très, très pessimiste. Et sur l'avenir du Liban, même si j'ai confiance dans la capacité des Libanais pour rebondir après chaque crise, mais enfin, il arrive un moment où, quand même, on a vraiment du mal à rebondir. Or, aujourd'hui, nous n'allons pas faire de prospective à l'échelle régionale, mais nous concentrer sur le Liban et sur sa situation intérieure. Comment les acteurs libanais réagissent-ils par rapport à la crise syrienne ? Et je vais tout de suite laisser la place donc, à Charles Abdallah et Noujoud Baroudi pour la première séance sur l'économie libanaise.
pas l'habitude.